Donc, la chaire Ma Raison, c'est aussi un baromètre annuel sur les pratiques responsables. Et c'est Jean-Marc Ferrandi qui va présenter les principaux résultats de ce baromètre. Donc, les résultats vont être mis sur le site internet très très vite. Et il y aura ensuite un rapport qui sera rédigé avec des compléments, c'est-à-dire il sera plus complet sur les résultats. Donc, merci Jean-Marc. Merci Marie-Christine, merci Pierre pour la conférence qui permet de vraiment bien introduire en fait ce que nous essayons en fait depuis l'année dernière de mesurer au sein de la chaire à travers ce baromètre. Donc cette année, nous avons interrogé 1000 personnes, échantillon représentatif français, là au mois de septembre dernier. Par rapport à l'année dernière, vous allez voir que les lignes ont un petit peu bougé, parce que en fait, finalement, l'année dernière, on parlait beaucoup d'empreinte carbone. Cette année, ça disparaît un peu, et Pierre parlait tout à l'heure d'eau. Tout d'un coup, peut-être avec le problème de sécheresse, etc., ça va retransparaître. On est dans une situation très inflationniste, et finalement, ça modifie un petit peu l'ensemble de nos comportements. Et donc, il y a des valences, en tous les cas, ça bouge un tout petit peu, en tous les cas, sur l'ensemble des choix qu'on peut faire. Donc, on va voir ça très rapidement à travers 4 points. C'est quoi la durabilité ? C'est quoi la durabilité ? Et finalement, si on s'interrogeait sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour modifier, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment modifier en fait pour mieux arriver à nourrir la planète. Et quand on regarde en fait les réponses, en fait on a 50-50. 50 à peu près, moitié qui va dire en fait on va travailler sur tout ce qui est quelque part l'environnement, donc le gaspillage, on évite le gaspillage, on va privilégier, vous voyez, des modes de culture moins consommateurs d'eau. Ça, c'est un élément, par exemple, l'année dernière, qui était l'élément mineur, en fait. Donc, vous voyez qu'il apparaît là très clairement. Alors que le recyclage de ces déchets, c'était quelque chose qui était majeur. Et de l'autre côté, on rentre dans la déconsommation. Donc, c'est consommer, oui, mais autrement. Consommer autrement, parce que derrière, on va pouvoir privilégier des choses au niveau des saisons. On va pouvoir consommer mieux en étant autosuffisant et quelque part en optant pour la transition protéique. Mais on a interrogé les Français sur si on devait vous convaincre, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et en fait, les Français nous disent, ce qu'il faut faire, ce n'est pas ma faute à moi. Ça, c'est la première réaction. Ce qu'il faut faire, c'est venez, vous ne me parlez pas en fait, vous ne communiquez pas avec moi. Vous n'êtes pas en train de me parler de mes avantages personnels. Et en fait, c'est ce qui ressort, je vais juste dire ça sur ce slide-là, c'est moi ce qui me marque le plus en fait, et c'est ce qui sort en fait, ici majoritairement. Si on en est là, ce n'est pas notre faute à nous. Ça peut peut-être nous interroger un tout petit peu par rapport aux échanges qu'on vient d'avoir ensemble. Et la consommation durable, ça signifie quoi ? Ça signifie, on retrouve cette idée d'environnement, de recyclage, d'amélioration, d'optimisation en fait quelque part. C'est-à-dire qu'on a des ressources qui sont limitées, il va falloir y faire, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui part de ce que nous sommes fondamentalement, une histoire de valeur. C'est peut-être pas une question de morale, c'est peut-être une question plutôt d'éthique. Fondamentalement, c'est pas il faut. Oui, je sais pas, ça serait bien de tendre vers une forme de sagesse en fait quelque part, et c'est pas qu'un devoir. C'est pas, oui, bien sûr, c'est nécessaire, etc. Mais vous voyez que ce ne sont pas les éléments qui prédominent. Ce n'est pas une histoire de mode. Donc aujourd'hui, on a 2% des répondants qui racontent ça. C'est à peu près ce que racontait l'année dernière. Vous verrez que tout à l'heure, en fait, il y a 2% des gens qui disent « Moi, l'environnement, ce n'est pas mon problème, je ne fais rien pour tout ça. » Donc on est quand même 98% à bouger la ligne. Alors, si on rentre dans nos pratiques, on parle beaucoup de viande, etc. Bon, nous sommes encore 87% à consommer de la viande rouge. Et quand on nous interroge, en fait, quand on les a interrogés, globalement, nous déclarons être peu prêts à remplacer en fait cette viande, même si nous sommes en train de changer petit à petit de régime. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup de flexitarisme. Là, la tendance est clairement marquée. Et si on devait changer, on changerait en fait pour des choses qu'on connaît. Donc on retrouve bien la néophilie, néophobie et tout ce paradoxe de l'omnivore dont parlait Claude Fischler. Oui, les légumineuses, ok, c'est pas un problème, je sais quelque chose que je maîtrise. Passer aux algues, quand on est breton, ça peut le faire. Quand je suis niçois, c'est déjà peut-être plus compliqué. Ou savoyard, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué. Et derrière, des viandes de synthèse, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir. Et puis les insectes, misère de misère. Voilà. Donc, c'est pas si simple que ça. Notre consommateur, on a mesuré en fait sa distance psychologique. Finalement, par rapport au gaspillage, le gaspillage, c'est quelque chose
je me sens proche ou près ou éloigné. Donc on a pris des ronds, on les a mesurés, vous voyez en fait, on se situe quelque part, une forme de proximité entre moi et ma lutte contre le gaspillage. Et quand on interroge, on leur demandait, mais pour vous c'est quoi? Vous dites quoi aujourd'hui? Vous dites plutôt, comment est-ce que je peux limiter le gaspillage ou pourquoi je dois le faire? Aujourd'hui, nous sommes passés sur le comment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que derrière, pour nous, la lutte anti-gaspillage, c'est quelque chose qui devient de plus en plus concret. Et donc ça, c'est un vrai pas en avant vers des comportements beaucoup plus durables. Et notre engagement, il est pas trop mal. Sur une échelle de 10, vous voyez, on est engagé, on se déclare même avoir un comportement respectueux de l'environnement plus fort que notre engagement. Ça se voit. C'est-à-dire que derrière, quand je regarde les pratiques, finalement, sur une échelle à 4 points, donc le compostage, c'est rarement, même si on sait qu'au 1er janvier, nous allons tous y passer, et que derrière, le tri le plus souvent possible. Mais si je reviens à cette distance, si je ne trie pas ce soir parce que je suis un peu fatigué, ça a un impact ou pas pour la planète, pour demain? Nos gestes au quotidien, ces gestes au quotidien, on le voit là, par exemple, l'année dernière, l'empreinte, c'était le 2e. D'accord? Choisir des produits qui ont un faible impact, une faible empreinte, c'était le 2e critère de réponse dans nos pratiques au quotidien. Aujourd'hui, c'est un élément qui est complètement mineur. Par contre, on va choisir peut-être des produits de saison. On va chercher à réduire, à acheter. On parle de déconsommation, mais peut-être la déconsommation, c'est peut-être juste acheter ce que je vais consommer. J'ai peut-être pas besoin d'en prendre plus que ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est déjà un premier pas aussi. On le voit très, très bien avec tout ce qui peut traîner en fait dans le fond des placards et qui permet à des startups comme Frigo Magique de pouvoir en fait développer leur activité. Ça peut être quelque chose on va réduire notre consommation de viande ou en tous les cas essayer d'avoir une proposition, un paiement qui permette la juste rémunération en fait des producteurs. Alors c'est bien tout ça, mais les entreprises s'engagent, Pierre en parlait tout à l'heure. Quelles sont nos réactions? Finalement, ma marque préférée rejette ses déchets d'environnement. On va voir, on est 60% à boycotter, mais pour les autres, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et si derrière, mon entreprise préférée lançait un produit qui, en s'impliquant dans une politique de développement durable, en fait, on ne serions que 16% à dire on y va, quoi. On suit. Et vous voyez que la plus grande partie, 47%, moi, ok, j'y vais, mais il ne faut pas qu'il y ait un prix qui bouge, donc il faut qu'il aille encore un peu plus dans mon sens, etc. quoi. Voilà. Dans mon intérêt personnel. Je vais passer là. Alors, juste ici. Donc, nous avons segmenté en fait les comportements. Et en fait, quand on regarde en fait la carte qui est un peu abstraite ici, d'accord, ce qui est intéressant, c'est en fait il y a 2 parties, à droite et à gauche. Sur la partie à votre droite. Pour vous, en fait, on a tous ceux qui sont passés en action. 50%, en fait, 50% sont passés à l'action, 50% sont avec les freins. Et en fait, quand on regarde, donc je vais m'intéresser plutôt à la partie, si on regarde la partie haute, 11% des gens qui sont des responsables équitables, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'équité. Ça veut dire que derrière, en fait, par rapport à tout ça, ils sont passés ils s'interrogent sur le vrac, ils sont passés à une consommation plus collective, plus citoyenne, etc. Ils sont passés aux achats de seconde main. Donc on voit les choses qui sont en train de bouger. Ils se posent et ils se définissent, eux, clairement comme éco-friendly. Par contre, quand on descend un tout petit peu, on a les responsables qui, eux, sont dans l'action. Ils recyclent. Ils font un certain nombre de choses. Ils sont dans les actes. D'accord? C'est 25% en fait, de la population. Et puis on a ceux qui sont, ils sont cachés là, en fait, qui sont les plutôt, du moins, le locavore qui consomme un petit peu moins. D'accord? Eux, en fait, ce qui importe, c'est acheter local. Je suis responsable. Parce que j'achète local, que derrière, je soutiens fondamentalement. Donc, on va retrouver les gens qui sont en AMAP, etc. Ça sera la matérialisation de mon engagement sur l'environnement durable. Et puis derrière, en fait, quand on passe de l'autre côté, vous voyez bien, c'est-à-dire que le non-responsable, en fait, il se définit comme impulsif. C'est-à-dire que derrière, c'est notre consommateur royal pour les marchés. C'est-à-dire qu'en fait, il rentre sur le marché, c'est open bar. Donc, vive les paillettes, etc. Et on allume tous les feux d'artifice, il va craquer à peu près sur tout ce qui passe. Alors que si j'ai le locavore, lui, c'est celui qui, quelque part, on est avec le local, etc., mais il est plutôt, lui, ce qui va le différencier un petit peu des autres, c'est cette juste rémunération, en fait, sa sensibilité à la juste rémunération des autres. Voilà. Alors, on parle beaucoup d'empreinte, et je vais terminer avec ça, mais avec cette empreinte carbone, et finalement, cette empreinte,
on a demandé aux gens, on a proposé 5 produits avec les 5 empreintes carbone à face. Il n'y en a que 5 sur 1000 qui ont donné les 5 bonnes réponses. 25% des répondants ont donné aucune bonne réponse. Ok, donc on a bien compris que plus le chiffre était grand, plus ça avait un impact, mais finalement, ça ne représente rien pour nous. Et ça représente d'autant plus rien que si on croisait ça avec toutes les variables de comportement, en fait, ça n'a aucun impact sur l'ensemble de nos comportements. Voilà. Alors pour conclure très rapidement, en fait, on le voit bien, nous sommes aujourd'hui encore des consommateurs très ambigus, plutôt censeurs. On aime bien faire la leçon, nous aimons bien faire la leçon, et nous sommes peu reconnaissants de l'ensemble des engagements que peuvent prendre les autres. Parce que, finalement, certes, nous nous engageons un peu plus, mais avec une application qui n'est pas si claire que ça, nous ne sommes pas prêts à renoncer à ce que nous avions jusqu'à présent. Et donc, on le voit en tous les cas, et c'est la carte qui le faisait très clairement apparaître, même si j'ai peu de temps ce soir, mais finalement, on voit apparaître des clivages aujourd'hui dans la société de consommation française, avec ça sur le plan comportemental, en fonction de nos moteurs fondamentaux. Est-ce que nous consommons aujourd'hui pour nous ou pour la planète? Je vous remercie pour votre attention. Merci. On va prendre un petit peu de temps pour 1 à 2 questions ou un commentaire ou 2 commentaires. Merci Jean-Marc pour cette perspective. J'ai un commentaire ou question intéressant les différents profils de consommateurs. Ce que je voudrais dire sur l'ambiguïté en fait du consommateur, c'est que ça dépend beaucoup des catégories de produits desquels on parle en fait. Et il y a des catégories, donc je ne sais pas si vous avez pu regarder comment ça se passait sur les différentes catégories, mais en fonction du niveau d'investissement et des drivers, comme je dirais en mauvais franglais, qu'on va avoir envers cette catégorie, on va être plus ou moins responsable. J'en parlerai tout à l'heure quand on se parlera de pet food, mais quand on achète ses fruits et légumes ou quand on achète son papier toilette, par exemple, on ne va pas avoir le même niveau d'investissement et donc pas le même positionnement dans cette matrice. Oui, donc, effectivement, donc, là, la mesure, nous avons beaucoup centré les mesures en fait, sur l'alimentation. Nous avons mesuré plein de choses en fait, sur l'ensemble des produits de grande consommation. En fait. Donc on a une mesure en fait, sur un certain nombre de produits, d'accord, et tout va en fait, dans le même sens. Voilà, donc l'année dernière, on n'avait que l'alimentation. Cette année, nous avons élargi. Donc on a une mesure assez exhaustive en fait, des comportements. Là, c'est très rapide en fait. Et une centaine de variables en fait, qui ont été mesurées sur le baromètre, donc, qui nous permet d'avoir une vision assez précise en fait, des choses. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ou commentaire? On a des commentaires dans le chat avec merci, très utile. Merci pour cette présentation. C'est marrant, la réduction protéique animale est l'indicateur le plus faible. Et est-ce qu'il y a un article de référence que l'on peut citer? Sur la présentation, en fait, sur le... C'est une bonne question. Mais bon, je pense que s'ils lisent le livre de Pierre, ça serait une bonne entrée en matière. Le livre de Pierre, voilà. Non, après, il y a en fait, il y a pas mal de choses qui sont faites aujourd'hui avec l'INRAE et puis avec l'ADEME, en fait, où il y a une grosse réflexion. C'est-à-dire, Pierre en parlait, par exemple, sur l'analyse de cycle de vie. Effectivement, pour des ingénieurs, c'est pas un grand problème. Enfin, c'est déjà un peu problématique, mais pour le marketeur, là, il est sûr que lui, il commence à souffrir très très fort. Donc, il y a plein de choses. Il y a pas mal de groupes de travail en fait qui sont dessus, et puis moi on peut qu'encourager en tous les cas à aller sur les journées marketing, de recherche en marketing agroalimentaire qui sont faites à Montpellier, où il y a un certain nombre de présentations qui sont faites, et donc je peux qu'encourager en fait à se connecter sur le site de l'IAE. Je pense que c'est ça, Gilles, on peut faire ça par exemple, ou celui de l'Institut Agro Montpellier, pour pouvoir trouver en fait des actes qui traitent de ce sujet. Okay. Et peut-être juste une dernière question. La baisse du pouvoir d'achat n'explique-t-elle pas le comportement plus éco-responsable des consommateurs? Comme le disait Pierre, en fait, généralement, ça coûte plus cher. Oui. Donc, bon, après, le fait d'avoir une baisse de pouvoir d'achat, ça me permet de revenir aux fondamentaux quelque part. C'est-à-dire que, effectivement, c'est-à-dire que je vais mieux contrôler peut-être ce que je vais faire. Mais en même temps, j'ai la possibilité, je vais dans ma grande surface favorite, on me propose de pouvoir stocker 48 rouleaux de papier toilette au lieu de 12,
Qu'est-ce que je fais à un prix défiant toute concurrence ? Dans ces périodes anniversaires, par exemple, que nous connaissons en ce moment, voilà, donc la question se pose sur mon calcul purement économique et puis le calcul environnemental que je suis en train de faire. Mais est-ce que je l'ai tout le temps en tête ? Mais en fait, on revient en fait à cette question de départ qui était sur l'abstraction en fait de la chose. Est-ce que j'ai vraiment bien conscience et est-ce que c'est vraiment pour moi concret ? Est-ce que sont concrètes en fait l'ensemble des conséquences des actes que je peux avoir ? Et là, c'est vraiment une toute autre histoire. Merci pour cette présentation et pour les questions. Donc, nous allons passer à la troisième partie de la soirée avec la table ronde. Donc, je vais en profiter, oui. Donc, avec les trois personnes qui vont participer à la table ronde. Et je vais laisser du coup la parole à mes collègues. Oui, donc voilà, donc c'est vraiment ce soir un véritable plaisir et une grande émotion pour moi en fait d'accueillir pour vous étudiants qui êtes là en tous les cas 2 anciens étudiants que j'ai eus en fait. Pour certains, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans à peu près, quoi, c'est ça. Donc et puis d'autres il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc ils vont nous parler en fait ensemble avec François d'éco-innovation et de comment en fait on est cette éco-innovation peut être une source en tous les cas de valeur. On parlait d'importance en fait que ça soit dans l'ADN, que ce soit Karine il y a une dizaine d'années avec le petit déjeuner tri-compartimenté qu'elle a imaginé avec ses camarades quelque part, qui était une réponse aussi à tous ceux qui prennent, tous les étudiants qui ne prennent pas leur petit déjeuner le matin, d'avoir un truc, quelque chose d'un peu fun en tous les cas, et qui permettent de pouvoir travailler en fait sur l'aspect social et santé en fait du développement durable, ou Romain avec le produit qu'il a imaginé avec ses camarades il y a 2 ans, Drôle, qui était en fait une solution pour l'ensemble des enfants qui sont malades en voiture et qui fonctionne très très bien et qui a été dans lequel, en fait, là aussi, l'éco-innovation et cette éco-conception, cette analyse du cycle de vie était vraiment prise en compte. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir avoir la jonction, après, dans l'entreprise, entre des ingénieurs qui se convertissent au marketing ou, en tous les cas, se convertissent un peu plus à la responsabilité sociétale. Voilà, donc c'est un vrai bonheur de les avoir avec nous ce soir. Oui, alors merci beaucoup de votre présence. Donc, on va d'abord donner la parole à François Isambert. Donc François, vous allez nous raconter votre expérience, parce qu'on a beaucoup parlé un peu théoriquement, mais enfin il y a des personnes, il y a des entrepreneurs qui prennent ces responsabilités, qui vont face à ce marché, dont on vient de voir que ce marché est quelquefois un peu hésitant, donc vous allez nous parler à la fois des joies et des difficultés. Donc vous avez repris une pisciculture et vous l'avez rendue tout à fait écologique, et maintenant on est dans un produit qui est à la fois gastronome, pour les gastronomes, et puis très durable, qui concerne donc une conserverie de petits poissons, les petits poissons d'Occitanie. Donc je vous laisse la parole, François, puis on entendra tous les 3 et après on posera quelques questions avec la salle. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien ? C'est bon ? Je vous laisse deviner qui sont les anciens étudiants. Donc ce n'est pas mon cas. Je ne connais pas grand-chose au marketing. Je me présente très rapidement, puis je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai 50 ans, j'ai été journaliste dans une vie antérieure, donc c'est pas très loin. C'était la communication d'abord presse. J'étais journaliste à Midi Libre et puis à Canal+, sur le site internet. Et ensuite, j'ai été journaliste à Montpellier pour faire de la communication institutionnelle à Montpellier, notre ville, pour les Montpelliérains. C'est le journal municipal que vous recevez peut-être encore dans vos boîtes aux lettres. Pendant 3 ans. Et puis, je suis parti avec mon épouse de l'idée qu'on serait peut-être pas plus mal pour avoir des enfants de partir de la ville. Et on s'est dit qu'on a fait une sorte de retour à la terre. Et la profession de journaliste à la campagne, c'est quelque chose qui est assez compliqué à maintenir. Donc, j'ai cherché une activité et on est tombé sur une pisciculture qui était dans la Haute-Vallée de l'Aude, dans un petit village de 12 habitants à 1200 mètres. Et étant tous les deux assez convaincus déjà de l'intérêt du développement durable, on a donc cherché une pisciculture qui était... Alors, c'était une exploitation qu'on cherchait avec une activité agricole et c'est tombé sur une pisciculture, un petit peu comme par hasard. J'étais pêcheur, donc j'avais ce petit côté poisson, mais mon épouse pas du tout. Bon, on a épousé donc les Pyrénées sur une petite pisciculture bio. Et on a commencé dans ce petit village de 12 habitants. J'ai repris l'activité et très vite, j'avais cette idée de faire
autre chose que les pisciculteurs classiquement, c'est-à-dire élever des grosses truites pour faire des filets fumés ou des rillettes. Et donc, je suis allé vendre mon poisson sur les marchés en direct pour essayer d'avoir ce lien avec le consommateur le plus direct possible. Et puis, au cours d'un petit voyage en Bretagne, je suis tombé sur une boutique bien connue avec des boîtes de conserve très colorées. Et j'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu dirais si à la place d'un vieux marin, une pipe et un phare et une mouette, on avait une montagne et une marmotte, et que dans la boîte, on mette des petites truites. Alors elle m'a dit, c'est une super idée, mais tu n'en vendras jamais parce que ça va être beaucoup trop cher. Et puis, bon, ça est resté comme ça, comme une petite marotte. Et puis, au bout de 10 ans de pisciculteur, j'ai pris dans ma cuisine des petits pots de confiture, et puis j'ai mis des truites dedans avec de l'huile d'olive. J'ai mis ça dans ma cocotte minute. J'ai mis ça au frais, il valait mieux un peu pendant quelques semaines. Et puis j'ai goûté, j'ai trouvé que c'était super bon. Et entre-temps, je m'étais quand même un peu renseigné, puis je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas de poisson, de conserve de poisson avec le label bio. Ça n'existait pas. Pour la bonne et simple raison que le poisson de mer qu'on met habituellement en conserve ne peut pas être labellisé bio, que ce soit de la sardine, du maquereau, du thon. Vous ne trouverez jamais une boîte avec de la sardine, du maquereau ou du thon avec un label bio. Et du coup, je me suis dit, j'ai un produit, il y a du goût, c'est bon, il y a un marché, donc je vais me lancer. Donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle La Truitelle. Et j'ai donc créé des conserves. Alors la première, c'était ce format-là, une petite boîte ronde. Je vais vous l'ouvrir. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, ces boîtes? Ça vous rappelle peut-être quelque chose, déjà? Et pour les autres, je vais vous le dire. Vous allez dire, ah oui, quand je vais vous le dire. Vous êtes prêts? Le pâté Enaf. Ah oui, j'ai vu qu'il disait, ah oui, voilà. Le pâté Enaf, pour mettre du poisson dedans, il fallait entier le poisson, c'est pas de la rillette. Donc il faut imaginer que c'est des petites truites qui sont entières dedans, comme des sardines, sur 2 couches. J'ai commencé ça parce que la première machine qu'on m'a prêtée, c'est un boucher, il avait que ça pour faire des petites boîtes rondes. Parce que si on m'avait donné à l'époque une machine pour faire ça, évidemment, j'aurais pris des boîtes carrées. Mais il n'y en avait pas. Donc voilà, j'ai mis des petites boîtes, des petites truites dans des boîtes. Et comme le coût de production était très cher, je me suis dit, je vais le vendre plutôt sur le marché premium. Parce que vu déjà le coup que ça m'a pris d'éviscérer une par une 10 petites truites, ça va être compliqué de vendre ça à la grande distribution. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti sur le segment premium, en tête de pont. Je caricature un peu, mais c'est vrai, l'histoire que je vous raconte est vraie. Et donc, je suis rentré, j'ai fait un premier salon en 2021, et la grande épicerie de Paris a pris le produit immédiatement dans ses rayons, suivi par les Galeries Lafayette, suivi par à peu près 250 épiceries fines maintenant en France, un peu au-delà, à ma grande honte, puisque ça va jusqu'aux États-Unis. Donc, on l'a fait parce qu'il fallait se faire connaître, et que malheureusement, quand ensuite on cherche du financement, et quand on va aux États-Unis, c'est très valorisant pour de l'agroalimentaire. Donc on ne court pas après, mais on a encore quelques clients aux États-Unis. On envoie très peu de boîtes, mais enfin voilà, ça va jusque-là. Et donc ça, c'était vraiment la tête de pont. Et ensuite, l'objectif derrière était de toucher un public plus large. Et donc je reviens sur mon marché, qui était le magasin bio. Et donc en 2021, on a sorti cette gamme-là, qui était donc pour l'épicerie fine. Et puis très vite, en 2022, on a sorti une conserve qui était beaucoup plus destinée aux magasins bio. Et donc, on a commencé doucement avec quelques petits magasins bio en direct. On s'était dit très naïvement, on a un label bio sur une boîte, on est les premiers, donc on va arriver chez Biocop, ils vont dire, super, venez, on a de la place dans les rayons. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça non plus. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, vous allez virer d'abord une référence non bio, et puis peut-être on vous prendra. Alors on a dit, on ne comprend pas trop, vous ne vendez pas du bio normalement chez Biocop? Ah oui, mais bon, il y a des enjeux économiques, etc. Donc ça nous a un peu surpris, on a quand même continué à se battre, et on est rentré chez Naturalia en distribution nationale. Donc il y a d'autres acteurs qui, eux, ont dit, il y a un label, donc on va le prendre. Je vous rassure, ils ont tous goûté d'abord. On ne prend pas juste parce qu'il y a un label, il faut quand même qu'il y ait aussi un peu quelque chose de comestible dans la boîte. Et donc, ces 2 produits lancés, on a gagné beaucoup de prix sur le côté RSE, social. Donc on a gagné... le premier prix, c'était le trophée or en épicerie salée à Natexpo en 2021. Donc, c'est la grand-messe du bio à Paris. Ensuite, on a gagné le grand prix viandes et poissons et le prix du public de Cial Innovation en 2022. Le Cial, c'est le plus grand salon agroalimentaire français et un des 2 ou 3 plus grands nationaux.
Et ensuite, on a gagné le trophée de l'excellence bio, remis par l'agence bio. Et tout récemment, on a gagné le Grand Prix du concours national Agropole, qui est le concours des startups agroalimentaires. Et ces deux derniers, enfin non, pas les deux derniers, essentiellement le Grand Prix du Cial et le dernier nous ont amenés à rencontrer les gens de la grande distribution. Alors, on n'avait aucunement l'idée d'aller à la grande distribution au départ. On ne pensait même pas pouvoir intéresser ces gens-là. Et au final, le concept leur a plu, et le côté bio, puisque tous les gens de la grande distribution qu'on a rencontrés nous ont dit « mais nous, ça peut nous intéresser ». Donc, on a créé un nouveau produit qui s'appelle une nouvelle marque, parce qu'en France, on ne va pas dans les marchés premium et en grande distribution avec la même marque. Ça, c'est le marketing aussi, mais c'est surtout une obligation, sinon on vous vire du premier marché. Donc, on a créé la marque Eau Douce, comme l'Aude, département d'où on est, douce comme l'eau douce, et l'audace, j'aimerais dire, parce que faire en 3 ans la grande épicerie de Paris et Carrefour, il faut quand même avoir pas mal de courage, mais aussi sans doute un produit qui les interpelle. Donc, la grande distribution nous a demandé si on pouvait faire quelque chose pour eux. Donc, on a fait ce produit-là. On l'a travaillé un peu en marketing parce que on ne l'a pas dit dans la technique, mais c'est vrai que le packaging, c'est la première chose que le consommateur voit. Et rentrer avec une boîte de truites comme ça au milieu des sardines, je vous laisse imaginer l'impact visuel. Alors, en magasin bio, ça marche bien parce qu'on a le label bio et qu'il n'y en a pas autour. Mais dans un rayon de conserve de poissons de grande distribution, on a fait le choix de mettre la boîte verticale et puis de changer un petit peu et de mettre aussi en gros, enfin en assez gros, le logo bio, voilà, pour se démarquer en rayon. Et maintenant, on fait tout un travail de démocratisation du produit. Dernier point, on est sollicité aujourd'hui par 2 grands acteurs. Donc Bretagne Truite, c'est une très grosse coopérative bretonne de poissons qui nous demande si on pourrait travailler avec eux sur la création d'une filière de valorisation de leurs petites truites dont ils ne savent pas trop quoi faire parce qu'elles ne grossissent pas aussi vite qu'il faudrait, donc elles les gênent pour la suite de leur processus. Donc on est en discussion, par contre ils ne sont pas en bio, donc la question se pose de notre impact. Est-ce qu'on le fait quand même si ce n'est pas en bio? C'est une vraie question. Un point que je n'ai pas abordé qui est très important, c'est un peu décousu, vous m'en excuserez, c'est qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire dans nos statuts, puisque, au-delà de l'impact écologique, on emploie pour la confection de nos produits des gens éloignés de l'emploi, et essentiellement des réfugiés. Ça, c'est, voilà. Et le dernier point, Carrefour nous a sollicité pour une marque distributeur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare, puisqu'ils nous sollicitent pour une marque distributeur sur un produit qui n'ont jamais rentré encore en rayon pour le tester. Donc on est en train de rentrer en distribution chez Carrefour en région, mais déjà on travaille sur une MDD parce qu'ils souhaiteraient proposer une conserve de truite labellisée bio sous marque Carrefour Bio ou Reflet de France. Voilà. Et donc pour pouvoir répondre à ce marché, on est obligé d'investir dans une pisciculture qu'on est en train d'acheter, qui va se trouver dans l'Aveyron, pour une cohérence territoriale. Tous les poissons viennent d'Occitanie. Sur la gamme premium, les huiles même viennent d'Occitanie, l'huile d'olive, de tournesol et de colza. Et donc, on est en période de levée de fonds, comme les jeunes entreprises agroalimentaires sur la plateforme de Tudigo. Et si certains s'intéressent à la conserve de poissons, il reste 4 jours, je crois, pour investir et nous rejoindre dans cette aventure. Je suis désolé, c'était juste raconter mon histoire. Je ne peux pas trop vous parler de marketing, mais vous en tirerez de ce que vous pouvez. Et de riches enseignements, c'est sûr. Donc nous allons maintenant changer d'échelle. Merci. Donc de la start-up, ETI qui est en train de se développer. TPE encore. Hein, TPE, nous allons passer à un groupe international. Donc on va voir que peut-être il y a d'autres soucis qui se posent, d'autres questions qui se posent. Donc je laisse la parole de suite à Karine. Donc effectivement, le grand écart en un passage de micro, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus grand écart. Et merci pour permettre ces différentes perspectives. Donc Karine Porta, effectivement, je suis diplômée de l'école d'ingénieurs de Nantes. Je suis sortie de l'école en 2009, donc il y a quelques années, effectivement. Et j'ai rejoint le groupe Mars quasiment tout de suite après mes études. J'ai rejoint le groupe Mars en 2010,
où j'ai occupé différentes fonctions en marketing, en France, en Europe, et depuis 3 ans maintenant, au sein de l'entité Royal Canin, qui appartient au groupe Mars, sur un poste de global marketing, donc de marketing international. Donc on pourrait se dire comme ça que je suis un peu la représentante des mauvais élèves ce soir, hein, avec la représentante de la multinationale américaine qui en plus fait ses slides en anglais. Donc désolé pour le manque d'humilité peut-être ici, qui n'a rien à voir avec un manque d'humilité en l'occurrence. Mais j'espère apporter une perspective un peu différente et qui va rejoindre, je pense, en bien des points, celle qui a été apportée par Pierre Scholl sur voilà, comment faire évoluer vers un monde meilleur les grosses entreprises d'hier qui ont un impact significatif sur la société qu'on veut construire demain. Donc juste en quelques chiffres, Mars, c'est plus de 45 milliards de dollars en fait dans le monde. Donc ce que ça veut dire aussi, donc proche de Coca, hein, pour vous donner quelques références. Donc ce que ça veut dire, c'est une énorme responsabilité, pour reprendre en fait l'introduction qui a été donnée par Anne un peu plus tôt. Donc une énorme responsabilité forcément, et là je me garderai bien de mettre en opposition les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont un énorme rôle à jouer, mais aussi les grosses boîtes internationales comme celle à laquelle j'appartiens, sans qui on ne peut pas changer en fait le monde. Donc j'aime à penser que changer le système de l'intérieur, c'est aussi une bonne façon d'avoir de l'impact en tant que citoyenne et en tant que marketeuse. Et en tout cas, c'est ce à quoi je vise aujourd'hui en travaillant sur cette marque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, sur le contexte, je ne vais pas le reprendre parce que ça a été pas mal indiqué par vos professeurs et on le connaît tous, le contexte. Mais vous avez sur la gauche du slide quelques mots de l'ex-CEO de Mars qui explique en fait que les grosses entreprises doivent se mettre en fait en commun, doivent prendre des engagements ensemble, justement pour avoir un impact demain. Et pourquoi ça? Donc, avant tout, effectivement, pour la planète, ça va sans dire, mais aussi parce qu'on n'est pas des entreprises philanthropiques et qu'on est quand même là pour faire du business, et donc il en va de la durabilité de l'entreprise. Et je vais utiliser là une expression qui va encore vous sembler être un oxymore, mais on va parler de croissance durable. Donc comment en fait on va s'assurer de mettre en place des actions qui vont nous permettre d'assurer la durabilité de l'entreprise. Une entreprise comme Mars qui a vu le jour en 1932, voilà. Comment en fait on s'assure de la rendre toujours pertinente aux yeux des consommateurs demain. Aujourd'hui, ça fait partie des attentes des consommateurs, comme le disait Jean-Marc un peu plus tôt. Donc forcément, il y a aussi des enjeux de croissance durable. Le troisième enjeu qu'on oublie souvent, mais je suis sûre que pour une partie de la génération Z dans la salle, ça va parler, il y a aussi un enjeu d'employabilité en fait. Puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, et encore plus post-Covid, sont à la recherche de sens et de mêler effectivement travail, avoir un salaire, mais aussi des entreprises porteuses de sens. Donc c'est aussi, je dirais, vraiment un enjeu vraiment secondaire ou tertiaire, hein, mais comment en fait on s'assure de rester pertinent et de répondre à ces enjeux d'employabilité pour la nouvelle génération. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et voilà, les slides ont bougé. Mais donc j'espère que vous arrivez à peu près à voir. Mais ce que ça veut dire en fait pour une entreprise comme Mars, donc vous regarderez, mais on se parle d'economic of mutuality. Donc comment on remet de la mutualité en fait, comment on crée de la valeur
au service de l'écosystème. Et donc là, je fais complètement écho à ce qui a été présenté par Pierre Scholl précédemment. Effectivement, on va avoir un impact, mais c'est comment en fait cette valeur qui va être créée par l'entreprise, on la remet au service de l'écosystème. Donc, on ne va pas changer l'ADN de l'entreprise, on ne va pas se transformer du jour au lendemain en entreprise solidaire. Par contre, en développant, donc si je reviens vraiment à la marque Royal Canin, donc en faisant des croquettes en fait au quotidien, en nourrissant des chiens et des chats, comment toute cette valeur qu'on crée va être remise au service de l'écosystème. Et donc là, il y a 3 dimensions qui ont été définies. D'abord, comment on a un impact positif sur la planète. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est notamment un engagement auprès de la fondation Ellen MacArthur, donc qui a été avec des engagements qui ont été signés par de nombreuses grandes entreprises. Donc là, on pourrait se dire effectivement, la communication, c'est pas le sujet, mais pour des grandes entreprises, communiquer sur le plan d'action, ça nous engage, parce qu'à partir du moment où ça a été rendu public, nécessairement, ça va nous obliger derrière à mettre en place les plans d'action qu'il faut. On s'est parlé de décarbonation, et donc je crois que je vais vous le montrer juste après, mais d'un point de vue réduction de notre empreinte carbone, j'imagine que ça doit être l'un des gros sujets de la COP28 en ce moment, mais comment effectivement on va réduire l'empreinte carbone et comment on va mesurer en fait l'empreinte carbone de nos activités, ça fait aussi partie des engagements qui ont été pris. Donc très concrètement, aujourd'hui, dans nos dashboards finances, on a effectivement toujours nos indicateurs de profit, toujours nos indicateurs de volume, mais on a aussi maintenant une mesure de notre empreinte carbone en fait, sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Que ce soit les associés qui vont venir en voiture au bureau, l'empreinte carbone de nos usines, la fabrication de nos packs, le transport des matières premières. Donc ça va vraiment être tout au long de la chaîne de valeur. Donc on se parle de la planète, mais il y a 2 autres dimensions en fait qui sont indiquées ici, qui vont être effectivement l'impact sur les gens et justement sur notamment les fournisseurs qui vont être en amont de la chaîne, comment en fait la valeur créée, on la remet au service des fournisseurs notamment et de l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de valeur. Et la dernière partie, qui est vraiment, qui vous parlera peut-être un peu moins ce soir, hormis si vous êtes comme moi amoureux des animaux de compagnie, mais c'est aussi comment en fait cette valeur-là, on la remet au service de la santé des chiens et des chats. Donc comment on fait ça en fait? Donc là c'est sur les engagements. Comment on fait ça? Eh bien, je vous ai indiqué notamment qu'on met en place déjà des indicateurs de performance. Donc ça, c'est un point important. Et donc, juste pour refaire le lien vraiment avec l'éco-innovation qui était vraiment le sujet de cette table ronde, avant de communiquer, et bien avant de communiquer, c'est justement comment on va revoir la formulation de nos produits, à commencer par le sourcing de nos matières premières, en fait. En fait, quand on fait la balance de ce qui a le plus gros impact carbone, c'est pas forcément les packaging, bien au contraire, ça vient assez bas dans la liste. En fait, toute la difficulté ici, c'est que le packaging, c'est ce qui va être vu par le consommateur et ce qui va avoir le plus d'importance perçue quant à l'engagement durable de la marque. Mais pour autant, c'est en fait le sourcing de nos matières premières et ce qu'on va mettre dans nos produits qui va avoir le plus gros impact sur notre empreinte carbone. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment revoir le sourcing de nos produits, mesurer comment on va passer à des ingrédients, des nutriments qui vont être plus durables. Et ça va être une action concrète qu'on va mettre en place. Donc vous avez
plusieurs exemples ici en fait, comme voilà, comment effectivement on utilise des matières premières animales en fait dans la fabrication de nos croquettes. Donc comment on va aller vers du sourcing de poissons plus durable par exemple. Comment on va remplacer le riz par le maïs. Parce que c'est plus économe en eau. Donc en fait, c'est des décisions comme ça qui, dans la formulation de nos produits, vont nous permettre d'aller vers des formulations plus durables. Et c'est seulement après, en fait, et c'est pour ça que je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur la communication, c'est pas le point en fait ici. Une fois qu'on aura justement fait tout ça, et pour éviter le greenwashing, qu'on va aller vers de la communication. Donc là, typiquement, on vient de prendre la décision de ne pas communiquer sur nos engagements de décarbonation avant 2025, parce qu'on considère qu'on n'est pas encore au niveau pour communiquer là-dessus. Donc je vous ai mis donc plus à destination des étudiants sur la droite, un peu des messages de voilà, notre département Corporate Affairs. Donc, voilà, qu'est-ce qui nous permettra d'éviter le greenwashing? Donc, justement, prendre des engagements, mais les appliquer, utiliser, attention effectivement aux termes qui sont utilisés, s'assurer d'avoir les bonnes certifications officielles, voilà, ce genre de choses. Il y a toujours en fait une mesure à trouver entre ce qu'on va vouloir communiquer pour montrer aux consommateurs qu'on avance et en même temps ne pas tomber dans le greenwashing quand on est voilà, pour reprendre les premiers termes utilisés, une grosse entreprise internationale américaine qui fait du profit. En tout cas, voilà, je considère que mon rôle en tant que marketeuse dans cette très grosse entreprise est justement d'influencer et d'amener vers des pratiques plus durables. Voilà. Merci Karine. Qu'on soit petit, qu'on soit gros, il y a besoin de temps en temps d'avoir un accompagnement. Et donc nous allons passer à la facette un peu plus conseil avec Romain qui est consultant pour le cabinet en fait LinkUp Factory. Merci Jean-Marc. Allô ? Super. Merci Jean-Marc. Donc moi c'est Romain Serra. Pour la petite histoire, donc comme Karine, j'étais un étudiant de Jean-Marc, mais un peu plus récent. J'ai été promu en 2021. Donc voilà, ça fait maintenant 3 ans que je travaille chez la LinkUp Factory, anciennement LinkUp Factory, maintenant on s'appelle plutôt LinkUp, dans l'accompagnement des entreprises, plus ou moins grandes, et dans l'établissement du coup de leur stratégie, donc de ce qu'on appelle nous la RSE. On a déjà un petit peu parlé, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais la RSE, c'est finalement la capacité et l'intégration par les entreprises des enjeux du développement durable, à savoir donc tout ce qui est du côté sur le volet environnemental, bien sûr, mais également social et sociétal. Donc la LinkUp Factory, donc c'est une agence qui a été créée par Sandrine Raffin, donc notre fondatrice, il y a 13 ans, avec une ambition, celle finalement d'accompagner les entreprises à trouver ce que nous on appelle dans notre jargon l'utilité sociétale, c'est-à-dire l'utilité fondamentale d'une entreprise à apporter et à créer de la valeur pour une société et de la manière la plus responsable et contributive possible. Donc c'est aujourd'hui toujours dans cette démarche et dans cette ambition que LinkUp s'inscrit. Et pour faire tout ça, on est aujourd'hui accrédité B Corp. Donc pour vous dire, aujourd'hui, B Corp, c'est la certification internationalement reconnue sur le côté développement durable. Donc c'est le plus complet et le plus valorisé. Donc aujourd'hui, on est B Corp dans le cadre de notre activité, mais également dans le cadre de l'activité d'accompagnement des entreprises. Nous sommes également entreprise à mission. On fait partie du comité des entreprises à mission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une mission d'entreprise assez claire, qui est celle que je vous ai mis sur l'écran, c'est-à-dire celle d'aider les entreprises et les marques à construire et exprimer leur utilité sociétale, à faire de leur engagement un levier de performance et à accompagner les changements de comportement nécessaires à un monde plus durable.
Donc oui, excusez-moi, je l'ai lu, je ne la connais pas encore tout à fait par cœur. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la fibre de l'agence et c'est ce qui nous anime tous les jours à accompagner nos clients, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient ce qu'on appelle des RSM natifs, donc qui ont fondé finalement leur business model sur des enjeux environnementaux ou sociaux, ou alors des marques et entreprises plus anciennes qu'on a toujours connues, type Royal Canin, mais type toutes les marques que vous pouvez avoir actuellement en tête, qui ne sont pas fondées aujourd'hui, enfin qui ne se sont pas construites sur ces enjeux, mais qui justement se transforment jour après jour pour essayer d'adresser ces enjeux et limiter leur impact environnemental. Donc notre singularité en tant que cabinet de conseil, c'est qu'on est à la fois consultant, donc pour le coup je suis l'archétype de ce consultant, je suis ingénieur, donc je suis allé gratter à la surface pour regarder ce qui se passe vraiment derrière tout ce que l'entreprise peut nous dire, c'est-à-dire les pratiques agricoles, c'est-à-dire les pratiques dans les usines, etc. Vraiment aller au fond des choses pour mieux comprendre le business et ce qui se passe finalement derrière la vitrine de la marque ou de l'entreprise. Mais on a également dans les équipes des communicants, donc des marketeurs ou des communicants de manière plus générale, qui eux vont essayer de mettre en valeur justement tout ce qui est fait par ces dites entreprises pour aller plus loin et améliorer finalement leur impact. Donc sur le côté, nous, communication, on le valorise parce que c'est aussi intéressant de se parler communication quand on se parle développement durable, de deux manières. C'est-à-dire, dans un premier temps, on est aussi garant de ce qu'on va leur proposer, c'est-à-dire on va éviter le greenwashing, on est aussi garant de tout ça, c'est-à-dire qu'à chaque argument qui va être délivré au grand public ou à quelques parties prenantes que ce soit, il y a une preuve à la clé, il y a un argumentaire derrière, explicite, qui répond à un sujet et à un argument ou une action communiquée. Mais la communication aussi, dans un second temps, c'est aussi un formidable outil de mobilisation et d'information. Et c'est aussi en ce sens que nous, on le traite, c'est l'idée de trouver le juste ton et la juste manière de faire comprendre comment les entreprises avancent et d'embarquer, que ce soit les collaborateurs en interne, mais également les consommateurs en bout de chaîne, dans des comportements plus durables, dans la dynamique et dans la continuité de ce que peut faire l'entreprise aujourd'hui. Donc voilà, petit aperçu de l'ensemble de nos clients. Donc il y a des marques et des entreprises que vous connaissez bien. On est historiquement sur le secteur agroalimentaire. Pourquoi ? Parce que ça a été le premier regardé et décrié. Comme le disait Karine, voilà, l'amont agricole aujourd'hui, c'est un des plus grands secteurs émetteurs, que ce soit en France, mais aussi au niveau international. On va également accompagner d'autres types d'entreprises sur le textile, sur la cosmétique, et également des clients plus B2B. Donc B2B, je pense que vous connaissez, mais cette gamme de clients a toujours eu un retard assez particulier par rapport aux entreprises B2C, donc qui vendent directement aux clients. Donc c'est aussi un secteur, enfin tu vois, une branche qui se réveille et qu'on doit aujourd'hui accompagner, donc qui est dans l'ombre, qui ne fait pas forcément de communication et qui n'est pas forcément connu du grand public, mais sur lequel il y a de grands enjeux. Et je pense notamment au transport avec des acteurs type Steph, qui aujourd'hui mettent beaucoup de choses en avant, mais qui sont aujourd'hui, enfin leurs clients, c'est vos distributeurs, c'est vos marques favorites ou non, mais du coup ils sont aussi dans une dynamique de progrès et on les attend également au tournant et on les accompagne du coup bien évidemment. Donc LinkUp, c'est quoi ? J'ai commencé à vous le dire. C'est finalement 3 missions. Une première mission qui est celle d'aller gratter à la surface et voir ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire analyser, donc nous on le fait au travers d'un diagnostic / audit de toutes leurs pratiques, que ce soit de l'amont à l'aval, donc c'est-à-dire depuis la production des matières premières, donc sur les pratiques agricoles et du coup directement au champ, en passant par la partie transformation bien sûr, transport, mais également jusqu'aux clients, consommateurs, et notamment sur la fin de vie des produits. C'est aussi un enjeu qu'on va aller regarder. À côté de ça, du coup, on fait aussi ce que j'ai appelé ici le côté récit, donc c'est raconter l'histoire et l'engagement derrière toutes les actions qu'une entreprise peut mettre et veut mettre en place. Donc c'est aussi très important de se parler ambition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un constat qui est celui d'un dérèglement climatique qui va se faire de pire en pire, il va être de plus en plus conséquent. Et aujourd'hui, on attend beaucoup les marques au tournant. Et les consommateurs, pour le coup, sont aussi très regardants et de plus en plus par rapport aux marques qu'ils achètent au quotidien. Donc c'est aussi l'idée de créer justement
une communication que nous on va appeler plus engagée, plus transparente. Et c'est pas l'idée de se dire on est parfait, non, c'est justement personne n'est parfait. Et encore aujourd'hui, même si on pense aux meilleurs des acteurs type Patagonia ou le groupe Bell, qui sont vraiment des marques très matures et très avancées, il y a toujours des chantiers à mener. Donc c'est l'idée de faire preuve de transparence, de montrer qu'on s'est saisi, enfin que les entreprises se sont saisies des enjeux et de la manière dont ils les traitent et avancent. Donc c'est aussi l'idée d'avoir ce récit et ce storytelling associé. Storytelling qui est aussi intéressant pour l'ensemble des parties prenantes, et c'est notre troisième point autour de la mobilisation, c'est-à-dire celle de à la fois rendre informé, rendre acteur, mais également rendre moteur. Je pense particulièrement, et on en a un petit peu parlé, à toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui dans ces entreprises, qui sont derrière finalement la marque. Il y a aujourd'hui ce côté qu'on retrouve de plus en plus dans les nouvelles générations, mais pas que, d'être fier de travailler pour une entreprise. Et aujourd'hui, ça fait partie de ce côté employabilité, donc recherche de nouveaux talents. Ces nouveaux talents sont en recherche et en attente d'un certain nombre de critères. Et travailler pour une entreprise qui a du sens, qui porte des engagements et qui a une orientation, c'est de plus en plus important et recherché. Donc c'est aussi dans ce cadre que nous, on va accompagner les entreprises à mobiliser du coup ces nouveaux talents, à les convaincre de les rejoindre pour aller encore plus loin, et pour les autres parties prenantes, d'être conscient finalement que cette marque ou ce groupe est acteur et moteur, de potentiellement co-construire des partenariats et de créer des collectifs pour avancer ensemble vers de nouvelles directions et justement vers ce monde plus durable. Donc voilà, c'est finalement intrinsèquement lié, c'est sur ces trois volets que nous aujourd'hui on avance. Peut-être, et puis ça va être aussi, ça ouvre aussi la porte à notre sujet sur l'éco-conception. Nous, on le traite du coup au quotidien, et particulièrement moi qui suis ingénieur et qui va aller gratter et regarder justement toutes les pratiques mises en œuvre à date de ces entreprises. On va vraiment aller regarder à chaque étape de la chaîne de valeur ce qui se passe d'un point de vue environnemental, certes, mais d'un point de vue également social et sociétal. J'appuie beaucoup là-dessus parce que initialement, ou peut-être dans la pensée courante, l'éco-innovation, ça fait beaucoup référence à l'environnement, mais c'est finalement une notion qui intègre tous les critères du développement durable, donc le social, mais également le sociétal. Donc quand on va aller regarder la partie plus amont du coup d'une marque de production, on va regarder bien évidemment les pratiques culturelles, donc c'est-à-dire voilà, les intrants en termes de pesticides, c'est-à-dire le labourage, c'est-à-dire la mécanisation qui a lieu, et les bonnes actions qui sont mises en place. Pour vous donner un exemple aujourd'hui de bonnes pratiques au niveau de l'amont agricole, la tendance est à l'agriculture régénératrice. Alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais l'agriculture régénératrice, ce n'est pas simplement l'idée de faire des meilleurs produits, les meilleurs produits d'un point de vue nutritionnel, etc., et qui sont également avec un moindre impact sur l'environnement, c'est d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire renourrir nos sols, qui sont aujourd'hui très appauvris en nutriments, macronutriments et tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur, par des pratiques et un type de culture qui va le favoriser. Donc c'est aujourd'hui la direction dont les entreprises vers lequel les entreprises vont le plus, et c'est là-dessus qu'on les accompagne. Et dans le côté penchant social, on va avoir, donc là c'est caché, mais tout ce qui est autour de la juste rémunération, mais également l'accompagnement par les entreprises et les marques des agriculteurs à la transition. C'est-à-dire aujourd'hui, si un agriculteur veut demain passer à l'agriculture régénératrice, c'est un besoin en investissement, c'est un besoin en temps, et c'est aussi une garantie de débouché. Et c'est là-dessus que les marques aujourd'hui s'engagent pour justement faciliter cette transition auprès des agriculteurs. On va avoir le même constat sur la partie usine, transport, et également jusqu'à la partie consommateur, où là, on va plus se parler du coup marketing, pour valoriser l'éco-innovation. Et justement, l'idée, c'est, pour vous donner un petit exemple, l'éco-innovation, c'est super important et ça concerne, comme je l'ai dit, toute la chaîne, également vous et moi, consommateurs. Pour vous donner un petit exemple et pour finir là-dessus, si je prends le cas d'un client récent, Lipton Ice Tea, qui il y a 2-3 ans, a créé la première bouteille 100% recyclable. Donc c'était une innovation, en tout cas, sur son secteur à lui. Une innovation qui a été remarquée, sur laquelle ils ont capitalisé pour justement ensuite ouvrir la porte à toutes les actions qu'ils pouvaient faire
d'un point de vue plus environnemental et social sur l'ensemble de la chaîne, mais ils se sont confrontés à un hic, celui que leur cœur du cible, donc les jeunes, n'étaient pas forcément très exemplaires sur le tri des bouteilles. Donc, d'un point de vue purement déclaratif, ils sont engagés et conscients qu'il y a un souci, mais dans la réalité des faits, il y avait un petit souci, et voilà. Aujourd'hui, Lipton Ice Tea, malgré cette innovation de rupture, on peut le dire comme ça, ne pouvait pas aller au bout de son ambition parce qu'au bout de la chaîne, il n'y avait pas ce côté recyclage. Donc Lipton a mis en place, d'un point de vue purement marketing, une campagne de communication qu'ils ont appelée Lipton Ice Tea Génération Tri. Donc une campagne de sensibilisation nationale, pour le coup, pour justement redonner l'envie à ces jeunes et leur donner les moyens aussi de favoriser et de faire ce tri pour aussi rendre cohérents tous les efforts que peut faire la marque, typiquement Lipton Ice Tea, pour créer de la valeur, mais également pour répondre à cette attente qu'avaient les jeunes de pouvoir recycler et avoir un moindre impact. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment très, très agréable d'entendre donc là, voilà, des personnes qui se sont lancées. Donc, vous avez fait le pas. Et puis là, vous nous donnez des illustrations qui sont très positives. Donc, la salle va avoir l'occasion de poser des questions. Mais peut-être pour lancer ces questions, quelles sont les difficultés en réalité ? Est-ce que vous vous sentez accompagné à la fois par le client ? Quelquefois, nous avons souligné, nous, avec le baromètre, des attitudes qui étaient parfois paradoxales de la part des clients. Est-ce que les labels, est-ce que l'État, est-ce que la société, comment se comportent les clients ? Comment vivez-vous cette situation ? Est-ce que vous vous sentez accompagné ? Évidemment, on passe la soirée là, sur cette question, on a l'impression qu'il y a un mouvement réel, mais vous-même, est-ce que vous vous confrontez à des difficultés ? Qu'est-ce qui aiderait en fait ? Je vais commencer. D'un point de vue purement extérieur à du coup des grandes entreprises qui sont vraiment là-dedans. En fait, on fait face à plusieurs freins et également plusieurs opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est principalement nos clients qui viennent nous chercher. Donc il y a quand même déjà cette ambition de vouloir transformer et aller un cran plus loin. Donc ça se fait parfois difficilement. Quand on regarde, ça demande parfois, et on l'a vu aussi par la conférence, un changement de modèle et de paradigme, donc vraiment un véritable changement de mindset, dans un premier temps, dans les plus hauts niveaux, dans les plus hautes sphères des entreprises. Et c'est parfois là où, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est justement le département marketing qui porte la casquette RSE, qui vient nous chercher parce qu'il y a ces besoins par rapport aux parties prenantes. Mais cette conscience n'est parfois pas totalement prise aux plus hautes sphères, qui sont très dans le côté business, malheureusement, et qui sont persuadés que business ne rime pas avec durabilité, en tout cas que ça ne va pas ensemble. Et nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est justement qu'on peut concilier les deux, et c'est quelque chose qui se fait finalement de manière assez... il faut juste finalement y réfléchir et trouver la bonne manière d'aborder le point. Si je peux donner un exemple pour illustrer mon propos, la marque Aberlour, donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est une marque de whisky assez premium, a essayé justement de concilier cet enjeu business et cet enjeu durabilité sur son packaging. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une marque premium, donc une bouteille assez jolie, qui est finalement packagée dans ce qu'ils appellent eux un canister, donc une sorte de boîtier. Donc imaginez les boîtiers des alcools whisky très jolis, très classe, qui appuient finalement ce côté premium. Et bien Aberlour a fait le choix de se séparer de ce canister. Pourquoi ? Parce que ce canister finalement n'était pas indispensable, la bouteille se suffisait en elle-même, mais, et je rajoute que ça a aussi apporté une réduction assez significative des impacts environnementaux, notamment sur l'eau et la matière carton utilisée. Mais d'un côté, ce canister était aussi la garantie, pour la marque, mais également pour le consommateur, d'un produit de qualité. C'était finalement un marquant de cet emblème premium. Il y avait du coup un réel enjeu business à se séparer de ce canister. Et du coup, nous, en tant qu'accompagnateurs, l'idée c'était de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, le code du premium peut évoluer et que ce côté premium aujourd'hui peut se définir non pas par un objet physique qui est le canister, mais par une conviction morale qui est celle que le canister n'est pas forcément utile
Certes, c'est peut-être moins joli, mais en tout cas, d'un point de vue purement moral et intellectuel, on fait une bonne action. Et aujourd'hui, c'est ça le côté premium, c'est-à-dire consommer de manière plus éclairée, savoir ce qu'on achète et savoir pourquoi on l'achète. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit par Romain, encore plus dans ces temps d'inflation, il y a un vrai challenge en fait de priorisation des activités marketing qui effectivement portent souvent la casquette sustainability. Donc, comment on arrive en fait à prioriser les ressources, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient budget en fait, marketing, entre les activités court terme qui vont permettre de relancer la demande, d'assurer en fait le plan de croissance de l'année ou de l'année qui vient, et en même temps d'investir dans des projets qui vont permettre de servir les enjeux moyens, long terme de développement durable, et ce, d'autant plus que, comme l'a dit Jean-Marc plus tôt, aujourd'hui, le consommateur n'est pas prêt à payer plus pour un produit plus durable. En fait, il va considérer que c'est donc ce qu'on appelle en jargon marketing aujourd'hui la license to operate. Donc c'est vraiment aujourd'hui devenu un basique. Donc c'est d'autant plus difficile en fait de justifier ce budget supplémentaire dans nos activités marketing. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième challenge que je voudrais évoquer, c'est le manque d'agilité des grands groupes parfois dans ce domaine-là. Donc forcément, quand une marque a un groupe de la taille de Mars au-dessus d'elle, ça veut dire que pour valider le moindre claim sur un pack, ça doit remonter très haut dans l'organisation parce qu'il y a des risques de réputation derrière. Ce qui veut dire qu'on va avoir du mal, en fait, on va mettre du temps à réagir et à agir, je devrais dire, au lieu de réagir. Et en plus de ça, donc moi je fais du marketing international, donc on essaye d'appliquer le plus possible le Think Global, Act Local. Et ça, en développement durable, c'est d'autant plus important. Vous parliez de gouvernement, vous parliez d'infrastructure. Tout ça se passe au niveau local. Et donc des enjeux de recyclabilité, et j'imagine que c'est ce que Lipton a aussi en fait, mais des infrastructures ultra développées en France, par exemple, pour permettre la recyclabilité des bouteilles Lipton, ne va pas du tout être la même, et donc l'opérationnalisation va être quasiment impossible, en fait, dans des marchés d'Asie, par exemple. Un dernier, moi juste un tout petit mot. Je suis complètement extérieur du coup à ça, à ces questions marketing. Mais donc moi j'ai vu le marché comme il a accueilli notre proposition. Je pense que Pierre a raison sur un point. Tout le monde est conscient du constat. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les distributeurs, tout le monde pense qu'il faut faire plus vert, plus durable, plus solidaire. Et la vraie question, c'est comment on le met en œuvre et à quelle vitesse. Une petite anecdote, ce packaging, quand je l'ai présenté sur une étude de marché au début, à peu près 3 sur 4 des gens dans le premium qui nous ont répondu ont dit « Est-ce que les logos bio, vous ne pourriez pas les mettre derrière ?» Ça, c'était en 2016. En 2021, quand on rentrait dans Paris, elle nous dit « Vous l'avez mis là, vous ne pourriez pas mettre aussi que c'est solidaire ?» devant. Ça, je vous parle de premium, de la grande épicerie de Paris. Donc, 5 ans avant, ils n'auraient jamais dit ça. Donc ça, c'est un point. Et le fait que Carrefour Bio... Alors, c'est aussi rigolo, mais il y a cette histoire du bio-bashing. C'est un peu compliqué en ce moment. Des gros acteurs, souvent, qui sont venus dans le bio par opportunité il y a quelques temps, le quittent en courant tout de suite et en disant « le bio est mort ». Ils n'ont jamais pensé qu'il existait, maintenant ils le quittent. Ils seront les premiers à revenir dans 5 ans si le bio revient. J'ai souvent ces discussions-là avec soit des fournisseurs potentiels, soit des distributeurs. Mais Carrefour, pour ne pas les citer, dans le mail où ils nous faisaient une demande pour cet MDD en nous mettant une photo de notre produit et en disant « Est-ce que vous êtes capable de faire ça sous marque Carrefour ?», le seul mot qui était en capital, c'était « bio ».
Et ça remonte à il y a 1 an et demi. Et donc, je pense qu'il y a quand même des acteurs qui ont cette conscience-là et qui pensent qu'on ne reviendra pas en arrière. Et j'ai la conviction qu'on ne reviendra pas en arrière réellement. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir. I have a question from all of you, and my question will be in English, please, so I hope you can understand it. In your presentation, you mentioned all these things about your business model with very detailed, your practice, its benefit for the environment and its impact on the environment. But the products that we buy from the markets, they don't have any of this information. They don't mention what is the impact on the environment, what is the benefit of eating this thing or that. And maybe this is one of the reasons the consumers, they don't pay many attention to all these logos, bio, green, and all these things. My question is, do you think that if you put all this information, maybe in the form of a QR code on the product packaging, maybe it will have a positive impact on the behavior of the consumers or not? La connaissance du client de tout ça, qu'est-ce qu'il comprend le client? In fact, we think about it every day, and when we make a packaging, we think every word is thought about. Is it big enough here? Is it the right place for this? What could we say more? What could we tell more to the consumer? And in this case, this is for the no. Retail, yeah, it's for the retail market, and we have information inside, in fact. And the people, they don't see it here, but the first time they take it in the hand, they can have a lot of information. I'll show you. Here. So it's not very easy for the first time, but when they have it in the hand, they can see this, and the next time they come to the product, they have the information. The problem is that we cannot put a lot of information on it, in fact. So it depends about the engagement, actually, because when it comes to recyclability, for instance, the consumer are very aware and understand what it means. When it comes to carbon emission, it's becoming a bit more conceptual, let's say. So you need to choose the right wording and at the same time educate the pet owner, the consumer, to make sure that he understands your commitment. And again, at the same time, he's not ready to pay more for that. So for a brand at the same price, yes, it makes sense. Depending of the product category, it's not a driver of purchase, actually. When it comes to pet food, to come back to my category, the first driver of purchase is health. So pet health, actually. So we have more chance to convince a pet owner to buy our brand by putting a health claim than a sustainability claim. So it's also a question of why you are buying this product, actually. And at the moment, on the pet food category, it's not a primary driver of purchase, I would say. Our job in LinkUp is to motivate the companies to teach and to learn about all labels, and to give the key to the consumer to understand these labels. And it's our work every day, and there are a lot of labels, maybe too much, and we have to, like you say, choose the labels that
bring a real information to choice for the consumers to choose. I think B Corp is having more and more awareness, no? And Not really. It's very for the consumers, no, but for the companies internationally, yeah. But Thank you very much to have switched to English so easily. Thank you very much to all of you. We got another question in the room. We can switch to French now. I'm happy that I did my presentation in English for someone at least. Une question au niveau de la... Comment vous avez dit que les consommateurs n'étaient pas prêts à payer le surplus pour les produits responsables, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment aux consommateurs de payer ce surplus en fait? Alors, juste, je réponds avant, je te donne la parole juste après. À la fin, c'est le consommateur qui paye. Moi, c'est comme ça que je découvre ce monde. Et donc, si on ne veut pas que ce soit lui qui paye, c'est les marges des entreprises qui se réduisent. Et dans le cas de mon entreprise très jeune, on est très loin de pouvoir envisager de réduire des marges qui déjà sont pas énormes. Et donc, voilà. Mais là, c'est une question importante. Moi, par contre, je vends un produit pour des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher pour l'acheter, clairement. Parce que je serai toujours plus cher qu'une boîte de sardines, mais ce n'est pas de la sardine. Donc notre rôle, c'est de montrer qu'il y a autre chose derrière, et pas que sur le côté écologique et solidaire, aussi sur le côté du goût. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler beaucoup le produit, la proposition gastronomique, l'utilisation, la recette, tout ce côté autour pour expliquer qu'il y a un intérêt à proposer ce type de produit par rapport à une sardine, au-delà du côté vert. C'est une super provocation en fait. Et l'enjeu, il est vraiment, tu as totalement raison, pas sur le prix, mais sur la rentabilité en fait, comme ça vient d'être évoqué. Parce que mettre en place des actions de développement durable, souvent ça a un coût pour les entreprises. Que ce soit de production, que ce soit de communication. Et donc, autant que possible, on essaie de faire en sorte que ça n'impacte pas tant la rentabilité et donc qu'on n'ait pas à l'impacter sur le prix. Mais effectivement, c'est plus un enjeu de rentabilité que de pouvoir pricer, de pouvoir augmenter le prix de nos produits. Et de toute façon, effectivement, il n'en est pas question, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu un peu un must-do pour toutes les entreprises. Ce qui ne veut pas dire qu'on est prêt à baisser notre rentabilité pour ça, en fait. C'est un peu le message. Moi, je ne fais pas partie d'une entreprise comme mes confrères, mais du coup, je vais parler plus de mon œil consommateur, on va dire un peu plus augmenté par mon métier, on va dire ça comme ça. En fait, moi, à titre personnel, j'ai toujours eu aussi un credo, je prends une expression de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc c'est aussi l'idée de la solution doit aussi venir, en partie bien sûr, pas totalement, du consommateur qui va faire ce choix du coup d'un produit certes peut-être au début plus cher, mais qui potentiellement demain ne le sera plus ou sera équivalent parce qu'on aura donné aussi cette ambition et cette dynamique à la création de plus en plus de produits de ce calibre, si je peux dire ça comme ça. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, les entreprises, et c'est aussi là-dessus qu'on les accompagne, on essaie de créer de la valeur, de la nouvelle valeur et de la valeur positive d'un point de vue environnemental, social et économique. Donc c'est un coût, comme l'a dit Karine, c'est un coût financier, c'est un coût humain. Et du coup, c'est un partage, une nouvelle création de valeur finalement pour tous les éléments, enfin pour tous les acteurs de la chaîne. Donc autant le consommateur que l'agriculteur, que le transformateur qui est l'entreprise. Donc cette création de valeur qui est finalement mutuelle, elle se répercute aussi finalement d'un point de vue
Si on regarde le revers de la médaille prix, et du coup, l'entreprise va mettre le prix. Et si on veut faire perdurer ce modèle et du coup élargir et démocratiser ce type de produit, il faut aussi qu'il y ait ce petit push du côté consommateur. Alors j'entends que d'un point de vue aujourd'hui, par rapport au contexte inflationniste, c'est compliqué et c'est un véritable enjeu que nous, on a aussi aujourd'hui avec les entreprises, qui est de... Aujourd'hui, ces produits qu'on peut nommer de plus vertueux sont la plupart du temps plus chers, donc pas accessibles à la majorité des consommateurs. Donc ça pose la question de l'accessibilité. Mais si je prends un exemple peut-être un peu nul, hein, mais il y a 20 ans, tout le monde ne pouvait pas s'acheter d'ordinateur, c'était tout nouveau parce que ça commençait. Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur portable parce que ça s'est démocratisé. Alors, je l'ai dit, c'est nul. Mais du coup, demain, un produit, si je prends un produit alimentaire lambda qui est enrichi de ce côté environnemental et qui devient la norme, forcément, demain, dans 5 ans, dans quelques mois peut-être, les prix reviendront, entre guillemets, à la normale, malgré ce contexte inflationniste. Et cet investissement qui a eu lieu au tout départ. Merci. Merci beaucoup. Alors malheureusement, on va devoir arrêter la table ronde, mais bien entendu, si vous avez des questions, il y a un cocktail après, je pense notamment aux étudiants. N'hésitez pas à venir voir les intervenants, soit de la première partie de la conférence, soit de la table ronde. Merci beaucoup, on va vous applaudir. Alors avant le cocktail, quand même, il manque une toute petite chose. Ne partez pas. On va bientôt passer au cocktail. Je vois que mon micro ne marche pas très bien. Donc, chaque année, la chaire Maraison remet un prix du livre. Alors, je dis chaque année, c'est la 2e année. Donc, je te laisse du coup ouvrir l'enveloppe et remettre le prix du livre. Maraison 2023. Donc, voilà, comme vous vous attendez peut-être. Donc, prix du livre Maraison 2023 est remis à Pierre Vol pour son livre avec John Schouten. Donc bravo Pierre. Alors je sais que le livre a eu beaucoup de prix, donc c'est un de plus. Bravo. Bravo. Félicitations. Bravo. Donc prix qui est en accord avec les thématiques de la chaire Maraison, bien sûr. Bravo. Merci Pierre, merci encore. Donc on va passer au cocktail. Je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser cette soirée, et en particulier Béatrice Yadou-Martin qui s'est énormément investie, qui est membre de la chaire, les doctorants, donc Bimbey Oussama Nachit, Valentin Piontek, Julien Saint-Samat et Virginie Sacco. Donc, sans vous tous, on n'aurait pas pu organiser l'événement. Donc, merci beaucoup. Et merci à vous tous d'être présents. Et merci aux personnes qui sont là en distanciel.